Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, un entretien par téléphone avec Manon Gali. Bonjour. Bonjour. Également Jorge González Boirassan. Excusez-moi pour la prononciation de votre nom. C'est très bien prononcé, bonjour. Vous êtes réunis à l'occasion de la parution d'un disque magnifique, Nuit parisienne, pour le label Aparté. En liminaire, c'est un programme qui est en hommage à une sorte de Paris un peu idéalisé, fin 19e, début 20e, où on trouve Debussy, Ravel, Poulenc et Milhaud, donc des figures emblématiques. Mais vous le dites dans le texte qui accompagne ce disque, bien évidemment pour vous, Jorge, et pour vous c'est moins évident, Manon, aucun de vous n'est originaire de Paris en fait. Non, pas du tout en fait. Moi je viens de Toulouse et plutôt... pas centre-ville, quoi, plutôt campagne. Et Volré, donc, vient de Cuba, donc c'est encore plus loin. Mais c'est vrai que Paris, c'est quand même une ville qui est très symbolique pour nous, puisqu'on vit ici aujourd'hui, et puisque c'est la ville qui nous a vraiment formés, qui nous a forgés, qui a lancé nos carrières, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc évidemment, c'est forcément symbolique pour nous, et ça représente... c'était un hommage assez naturel que de jouer ces œuvres-là, qui font aussi partie des premières qu'on ait travaillées ensemble. Donc tout ça était assez naturel et spontané, je pense, dans ce programme. Alors ce disque s'initie par une œuvre de Debussy, Beau Soir, avec un arrangement de Jascha Heifetz. Il y a 3 arrangements de Jascha Heifetz sur ce disque, une œuvre de Poulenc, une œuvre de Darius Milhaud et cette œuvre de Debussy. Alors c'est une question un peu bateau à vous, Manon Gali, mais Jascha Heifetz, quand on parle des violonistes du passé, lui il revient toujours, c'est-à-dire qu'il y a les autres et puis il y a cette figure emblématique. Est-ce que pour vous ça représentait quelque chose en particulier, Jascha Heifetz, dans votre apprentissage? Oui, évidemment, c'est pour tout violoniste, c'est une entité impressionnante et puis c'est une source d'inspiration sans limite, ne serait-ce que par sa virtuosité, par son caractère, sa musicalité. On a la chance d'avoir des traces sonores de ses interprétations qui sont extrêmement précieuses. Et puis il a écrit, une soixantaine de transcriptions de plein d'œuvres et qui sont extrêmement bien faites. Donc évidemment, c'est une source d'inspiration énorme. Et puis en plus de ça, il se trouve qu'en 2021, je crois, j'ai participé au concours international Jascha Heifetz. Oui. Au cours duquel j'ai gagné donc le 3e prix et le prix du public. Donc c'était à Vilnius en Lituanie. Et donc au cours de ce concours, on a dû jouer des transcriptions, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de cette partie-là, de sa personnalité. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie d'intégrer ça à notre disque par la suite. Donc évidemment, c'était une grande source d'inspiration et ce n'était pas par hasard. Alors, je vous ai connus l'un et l'autre, Jorge González Boirassan et Manon Gali, notamment par la parution d'un disque du trio Zelia. Vous aviez enregistré il y a quelque temps 3 premiers trios, le premier de Shostakovich, le trio d'Arensky et le premier trio de Mendelssohn. Ça signifiait quoi pour vous d'enregistrer ces 3 œuvres, dont le trio d'Arensky qui est absolument merveilleux et qu'on entend malheureusement trop peu, le premier trio de Shostakovich qu'on entend beaucoup moins que le deuxième. Pourquoi vous aviez choisi d'initier votre carrière discographique avec ces 3 œuvres? Oui, donc ces 3 premiers trios faisaient partie de notre début de carrière en trio. C'était les premières œuvres qu'on a travaillées. Je trouvais très symbolique pour un début, pour un premier disque et un début de carrière en trio. Et par exemple, ce premier trio de Shostakovich, c'est la première œuvre qu'on a déchiffrée ensemble. Quand on s'est réunis au conservatoire pour voir si ça pouvait marcher, on a déchiffré ce trio. En 2018, voilà. Tout jeune. Et d'un autre côté, c'est des œuvres qui nous, je pense, qui montraient différentes facettes de notre personnalité. C'était comme une introduction. Et on voulait surtout faire découvrir ce trio incroyable d'Arensky qui, comme vous dites, pas assez joué. C'était un des professeurs de l'école russe, un des grands professeurs de l'école russe, professeur de Rachmaninov,
Voilà, donc c'était vraiment des œuvres qui nous tenaient à cœur. Et je pense que c'était intéressant pour nous aussi de mettre en lumière ce trio sublime et pas du tout assez joué, à côté d'une œuvre comme le trio de Mendelssohn, qui pour le coup est vraiment un tube de répertoire. Dont on ne se lasse pas. Comment ? Dont on ne se lasse pas. Évidemment. Voilà. Et c'est tout l'art de savoir mettre en lumière des œuvres moins jouées en les mettant à côté d'œuvres beaucoup plus jouées. Et donc le premier trio de Shostakovich est aussi pas tant que ça joué, même si quand même un peu plus Karinsky. Mais du coup, ça crée un cocktail qui est assez explosif, qui est très varié et qui pour nous signifiait quand même beaucoup. Et je pense aussi on attribue au romantisme tout de suite, c'est un chrononyme évidemment le romantisme, mais c'est tout de suite on pense à Chopin, à Liszt, mais là on a 3 romantismes totalement différents. C'est lui un peu classique de Mendelssohn, puis on ne pense pas, mais Shostakovich très jeune qui était encore presque ce trio était encore romantique. Il avait 17 ans, oui. Oui, et puis le Arinsky aussi, donc c'est 3 façons différentes du romantisme, voilà. Alors ce trio Zelia, il est formé par vous deux et Maxime Quenesson. Comme beaucoup de trios, vous êtes connus au conservatoire, vous le disiez, et vous êtes connus et reconnus tous les 3 comme devant faire de la musique de chambre ensemble. Ça s'est passé comment ? En fait, à l'origine, on se connaissait quand même. Je crois que Roger et Maxime se connaissaient depuis assez longtemps, depuis qu'ils sont adolescents, depuis 15-16 ans. Moi, je suis arrivée un peu après à Paris. Et j'ai commencé à faire de la musique avec Maxime sans Roger. Donc, on a fait du quatuor avec piano. Et voilà, du quatuor avec piano seulement. Et par la suite, Maxime m'a proposé de créer un trio, parce qu'on avait tous les deux envie de continuer à jouer ensemble. Mais on avait besoin de trouver un pianiste avec qui ça pourrait vraiment fonctionner musicalement, humainement, et avec qui on pouvait vraiment se projeter par la suite. Et donc on a demandé à plusieurs pianistes avant de demander à Jorge, qui s'est montré très enthousiaste dès le début. On a fait une première lecture donc de ce premier trio de Shostakovich. Et après ça, ça s'est enchaîné naturellement. Il y a pas vraiment eu de doute. Ça a été très très direct. On a enregistré le disque au bout d'1 an et voilà, c'est parti de camarades du conservatoire. D'ailleurs, on n'était pas forcément dans des périodes de nos vies extrêmement positives chacun, parce que comme tout un chacun, on se pose des questions. Et on était tous les 3 en plein questionnement. Et la création de ce trio nous a vraiment tiré vers le haut. On s'est tous les 3 tirés vers le haut et ça a été le début en fait de nos carrières en trio et respectivement. Donc c'est très symbolique pour nous. Alors on va s'éloigner un temps du trio puisque on est là pour évoquer principalement ce disque qui vient de paraître où vous êtes tous les deux. C'est une évidence, c'est un cliché. C'est quand même 2 instruments, le violon et le piano. On se demande comment ça va ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont tellement éloignés. Et quand on écoute par exemple la sonate de Debussy qu'il a créée en 1917, qui est tellement intense, qui est tellement déchirante, on a l'impression que comment ça se passe pour équilibrer 2 instruments qui sont si opposés, le violon et le piano? Je pense que, comme vous dites, c'est pas des timbres auxquels on pourrait penser tout de suite ensemble. Mais je pense que le piano en tout cas, je peux parler pour moi parce que je suis pianiste, mais ça a cette capacité de vraiment d'être très hétéroclite et de pouvoir vraiment, c'est un instrument de l'imagination. Si on veut imiter un orchestre, on peut. Si on veut imiter un quatuor à cordes, on peut s'en approcher. Évidemment, ça va jamais être le quatuor ou l'orchestre, mais on a cette possibilité d'imiter énormément de timbres et je pense que c'est un travail aussi en duo de musique de chambre. On cherche, le violon cherche à imiter l'attaque percussive parfois du piano et moi j'essaye d'avoir, ça nous pousse à chercher d'autres univers sonores et à une recherche de timbres et de sonorités différentes. Alors, oui, je pense que, pardon, mais oui. Je voulais juste ajouter que je pense que justement, c'est justement dans leur différence qu'ils se complètent très bien, ces 2 instruments, puisque le violon est un instrument mélodique, le piano est un instrument très harmonique. Donc les 2, en fait, apportent à quelque chose, à l'autre, le violon des grandes phrases qui peuvent être plus facilement chantées, je pense, et le piano de grandes harmonies qui
qui vont apporter tout un univers que le violon à lui tout seul ne peut pas créer. Donc en fait, ce sont deux instruments qui se complètent énormément. Et évidemment, il y a un travail pour se rapprocher l'un de l'autre et pour trouver les bons équilibres, c'est certain. Alors, vous avez choisi, puisque vous aimez bien les numéros 1, non pas la deuxième sonate de Ravel, qui est la plus connue, la plus jouée, mais cette sonate, je crois, posthume, qui a été éditée après la mort de Maurice Ravel, qu'il avait créée composée en 1897, qui est une œuvre aussi merveilleuse. Enfin, celle-là aussi, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas plus jouée. Cette œuvre qui est un peu au cœur de votre disque. Oui, c'est comme vous dites, une œuvre incroyable, et c'est pour ça qu'on voulait l'enregistrer, la faire connaître plus. Elle a été effectivement éditée, je crois que 37 ans après la mort de Ravel, donc vraiment très très tardivement. Et c'est une œuvre de jeunesse, mais qui montre déjà toute la palette harmonique et toute l'inventivité de Ravel, d'un jeune Ravel. Et donc c'est vraiment une œuvre incroyable, en un mouvement assez courte, mais qui dit beaucoup de choses sur son compositeur. Et je pense que c'était de la même manière qu'on a fonctionné pour notre premier disque en trio. C'était intéressant pour nous de la mettre en regard, par exemple, de la sonate de Debussy, qui, elle, est de la même manière un peu un tube pour cette formation, pour piano-violon. Enfin, c'est pas la sonate à Kreutzer non plus, quand même, Manon Gali. C'est pas la sonate à Kreutzer non plus, la sonate de Debussy, non, quand même. Non, mais ça reste. Oui, ça reste, dans notre microcosme. Oui, c'est vrai. C'est quand même un tube, c'est une des premières sonates qu'on travaille au conservatoire, etc. Enfin, c'est dans tous les cas beaucoup plus connu que celle-ci de Ravel. Oui. Et ça permet aussi de la mettre en lumière au sein du programme et d'apporter un petit peu d'originalité et d'innovation aussi, finalement, parce que de faire des choses qui ont été faites, refaites, c'est possible, mais c'est intéressant pour nous aussi de faire découvrir des choses et puis de les découvrir nous-mêmes, puisqu'on ne la connaissait pas très bien avant cette sonate. Alors, cette sonate de Debussy, justement, elle est d'un abord, enfin, j'imagine qu'elle est très très difficile à la fois pour le pianiste et pour la violoniste que vous êtes, mais elle n'est pas d'une séduction immédiate, il y a un côté très âpre, enfin, c'est quand même une musique qu'il a composée durant la Première Guerre mondiale, il est mort un an après. C'est une musique qui ne cherche pas à charmer, à part peut-être le dernier mouvement, mais est-ce qu'elle est très difficile à aborder je parle pas seulement techniquement, parce que avec des musiciens de votre envergure, je dirais pas que c'est secondaire, mais ça passe peut-être au second plan. Mais est-ce que c'est très difficile justement de trouver un style dans cette sonate de Debussy ? Je pense que oui, c'est une œuvre très difficile d'interpréter, et Debussy était malade, était en fin de vie, c'était la dernière œuvre qu'il a jouée en concert. Il a écrit d'ailleurs qu'elle serait intéressante à un point de vue documentaire de ce qu'un homme malade peut écrire durant une guerre. Donc oui, il a écrit pendant la Première Guerre, et en étant malade, en fin de vie, et je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire, et c'est une œuvre très 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 riche, avec un Debussy vraiment qui a affiné son langage, qui est allé au bout de ses idées. Je pense que en plus, enfin, à part ça, il était quand même pas complètement content de lui, peut-être, avec ce qu'il écrit, mais c'est une œuvre incroyable, remplie de tristesse aussi, d'un homme qui est en train de mourir, et qui, je pense, nous touche tous les deux énormément, qu'on a pris beaucoup plaisir à travailler, et c'est une œuvre qu'on respecte beaucoup. Durant l'enregistrement, elle a tellement été enregistrée et jouée que vraiment c'était comme on la place sur un piédestal, et on la respecte énormément, et on appréhendait un peu de l'enregistrer. Mais en effet, c'est d'une telle richesse il y a tellement d'ambiances, de caractères différents. C'est comme vous dites, c'est pas forcément facile de rentrer dedans dès le début. Il y a plein de choses qui peuvent un peu heurter, et puis il y a d'autres choses qui sont plus douces, plus suaves. Mais en tout cas, pour nous, c'était... En fait, on l'a énormément joué avant d'enregistrer, et c'est le genre de sonate qu'on ne peut pas enregistrer si on l'a pas éprouvé, si on l'a pas beaucoup travaillé, beaucoup joué. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a que le temps qui peut nous permettre de trouver toutes ces ambiances et d'aller au bout de ce qu'on peut chercher dans cette sonate qui est tellement riche et qui est tellement profonde, en fait. Et je pense que c'était vraiment bien qu'on l'ait beaucoup joué avant, que ce soit une des premières œuvres qu'on ait travaillé ensemble, qui a fait qu'on a pu l'enregistrer. Alors, on aura certainement
pu faire une encore meilleure version de cette sonate, et il y en a certainement plein. Moi, je trouve meilleures. pas. Non, c'est magnifique ce que vous faites. Il n'y a pas lieu de regretter quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, c'est notre version, et on a vraiment cherché ce qu'on voulait faire personnellement dedans. Alors en même temps, Manon Gali, je me tourne vers vous téléphoniquement. Vous avez choisi des compositeurs Debussy, Ravel, Poulenc. Alors pour Milhaud, je m'interrogeais, qui sont quand même avant tout des pianistes. Et en plus, d'ailleurs, vous avez choisi d'enregistrer La Pavane pour une infante défunte, originellement écrite pour le piano, transcrite par Louis Fleury. Est-ce que ce sont des œuvres qui, violonistiquement, justement, entrent dans vos doigts, ou alors vraiment vous devez lutter avec leur écriture? Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas des œuvres qui sont forcément simples violonistiquement, à part Debussy et Ravel tombent quand même beaucoup plus sous les doigts. C'est un langage qui est plus violonistique et plus classique en fait, mais chez Poulenc c'est très compliqué violonistiquement, mais je pense pianistiquement aussi, mais à mon avis violonistiquement un peu plus. C'est d'ailleurs, Poulenc n'a jamais voulu écrire pour violon à la base, hein. C'est Ginette Neveu qui l'a vraiment poussé, la grande violoniste Ginette Neveu qui l'a poussé à écrire cette sonate. Ils étaient très proches et elle voulait absolument qu'il écrive une sonate pour violon et piano, et lui-même n'était pas très content de l'écrire, et d'ailleurs Ginette a aussi travaillé avec lui pour essayer de la rendre jouable, on va dire. Il y a encore pas mal de passages dans la sonate où on s'arrache les cheveux et ça sortira jamais parfaitement, c'est impossible. Mais par contre c'est quand même un vrai challenge de la jouer, et pour le bœuf sur le toit c'est encore une dimension au-dessus. Et je pense que c'est l'œuvre la plus difficile qui m'a jamais été donnée de travailler, sincèrement. Le bœuf sur le toit, donc de Milhaud, qui clôture, qui termine votre disque. Donc c'est une œuvre extrêmement difficile, alors? Ouais, c'est extrêmement difficile, et je pense que tous les violonistes qui l'ont joué pourront en attester, mais c'est vraiment totalement démentiel en fait. Alors musicalement, évidemment, c'est pas si difficile dans le sens où on peut se permettre plein de choses, quoi. C'est libre cours à toute la folie, la folie, la fureur, le rire, la joie, la tristesse, toutes les émotions qui peuvent nous animer. C'est libre cours, quoi. On peut faire tout et je dis pas tout et n'importe quoi, mais beaucoup de choses dans cette œuvre, et vraiment s'amuser. Par contre, d'un point de vue purement technique, c'est vraiment un grand challenge. Et c'est aussi pour ça que je voulais l'enregistrer, parce que moi ça m'a poussé dans des retranchements pas possibles, qui sont intéressants pour un musicien, et que moi j'aime beaucoup être dans des situations comme ça, où de chercher comment s'extirper de certaines situations, de certains problèmes techniques. C'est très intéressant, et puis ça donne... je pense que la partie piano n'est pas non plus facile du tout, puisque à la base c'est écrit pour orchestre, mais c'est quand même Milhaud qui l'a transcrit pour violon et piano, mais ça reste aussi très difficile au piano, mais je pense qu'on voit ça comme un peu un sprint d'un bout à l'autre. C'est assez long, en plus ça dure 17-18 minutes, mais je pense que quand on termine, on est rincé, on a tout dit, on va se coucher, quoi. Et c'est aussi pour ça que c'était important de terminer le disque avec cette pièce, mais en tout cas, on a adoré travailler ça et jouer ça. Mais cette pièce, pour nous, elle est complètement jouissive, hein. Ça fait bizarre de penser que ça vous demande une telle difficulté, Manon Gali, à travailler. Alors pour nous, c'est un bonheur total quand on écoute cette cinéma fantasy d'après Le Bœuf sur le toit. Évidemment, sur le moment, quand on l'a vraiment bien travaillé, il reste des choses très difficiles, mais je dirais que c'est presque dans la difficulté que des fois on trouve de la jouissance, comme vous dites. C'est pareil, c'est des fois tellement difficile qu'on en rigole en fait, et que même en jouant, c'est l'éclate, quoi. Alors, je vais me tourner vers vous, Jorge González Boirassan, puisque vous êtes né à Cuba, vous êtes venu à 15 ans en France. Cette musique française, Ravel, Debussy, Poulenc, Milhaud, vous en aviez une connaissance avant d'arriver et d'étudier en France, notamment aux côtés de personnes comme Hortense Cartier-Bresson et d'autres grands musiciens. C'était une musique qu'on vous avait apprise, ou alors ça a été une découverte? Oui, j'ai commencé mes études à Cuba, et une de mes grandes professeurs à La Havane, qui s'appelait Terhita Junco, a travaillé à Paris et au Conservatoire Tchaïkovski aussi à Moscou, et donc c'est elle qui m'a fait travailler des œuvres françaises pour la première fois, et qui m'a légué un peu cette culture du son. Donc depuis que j'étais petit, quand même, je rêvais de cette musique, et on me la faisait travailler par quelqu'un en tout cas qui l'avait connue.
Et j'ai commencé, je me souviens, avec le Children's Corner de Debussy, puis ensuite Ravel, la sonatine, des choses comme ça. J'ai commencé à Cuba, évidemment, mais je dirais que je sens pas que ça soit une musique qui m'est étrangère. C'est une musique très universelle et qu'on soit, peu importe de quel pays on vient, c'est une musique qui peut nous toucher. Donc dans ce sens-là, je sens que je peux me l'approprier. C'est un langage qui ne m'est pas complètement étranger. Aussi par les influences de ces compositeurs dans leur musique. Oui, et puis comme dit Manon, voilà, chaque sonate qu'on a jouée a des influences. Debussy a des influences orientales, espagnoles, Ravel aussi. Et puis Poulenc a dédié cette sonate à Federico García Lorca, qui était un poète espagnol assassiné pendant la guerre civile. Oui. Milhaud, c'est que des thèmes populaires brésiliens, c'est des rythmes brésiliens, c'est quand même une culture assez proche finalement, même si c'est pas le même pays. Et voilà. Alors, juste un détour encore avec vous, Jorge González Boirrazón. C'est un disque que j'adore aussi. Là, vous êtes aux côtés d'un grand oboïste, Gabriel Pidou, un disque qui était paru il y a quelque temps pour la Belle Alpha Classique, avec notamment des romances de Schumann, Robert et de Clara Schumann et d'autres compositeurs moins connus. C'était à quelle occasion que vous aviez enregistré ce disque qui est vraiment là c'est vraiment un disque magnifique avec un autre partenaire qu'une violoniste. Votre rencontre avec Gabriel Pidou, ça s'est passé comment? C'était vraiment le fruit du hasard. On s'est retrouvés dans le même festival. On a dû jouer des choses ensemble alors qu'on se connaissait rapidement au conservatoire et puis depuis très longtemps quand même. On n'avait jamais été proches. Et puis je pense que c'était le coup de foudre pour tous les deux. On s'est très bien entendus. Le courant passait tout de suite, quoi. On n'avait pas besoin de parler beaucoup. La musique parlait en nous. Et puis ensuite on a continué à jouer ensemble parce que ça marchait très bien. Et donc lui il a voulu faire ce disque. Sur le hautbois romantique et sur le répertoire du hautbois romantique et il m'a appelé et moi j'étais évidemment très heureux de le faire donc il voulait vraiment faire un disque il a essayé en tout cas de faire un disque vraiment de musique de chambre d'un répertoire de musique de chambre du hautbois et romantique et donc comme vous dites il y a les romances de Clara et de Robert Schumann, il y a un poème de Danishnikova qui complètement connu. D'ailleurs, c'est une des œuvres qu'on peut lui attribuer. Enfin voilà, c'était plein de belles découvertes aussi pour moi. Alors pour en revenir au trio Zélia et à la musique de chambre, Manon Gali, quand on suit votre parcours, il se partage entre la musique de chambre, la musique soliste. Comment vous arrivez à conjuguer tout ça si vous avez besoin de l'un et l'autre? Oui, je pense que tous les trois, on a besoin de toucher à pas mal de choses pour se sentir bien, pour se sentir entier, pour s'enrichir aussi parce qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et je pense que de ne faire qu'une seule chose, que de l'orchestre, que de la musique de chambre, que du solo, c'est pas ce qui nous intéresse parce que c'est un peu réducteur, je pense. On a la chance d'être musicien et de pouvoir faire plein de choses, alors pourquoi s'en priver? Et évidemment, c'est pas tout le temps facile parce que c'est même très difficile de conjuguer tout ça parce que le travail avec un trio constitué, c'est pas le même travail que quand on va jouer un quintet avec des gens qu'on connaît pas et qu'on va répéter une fois et basta. Le travail avec un trio constitué, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être le plus régulier possible. Et puis voilà, à côté de ça, travailler des concertos, travailler d'autres choses, ça demande une grande organisation et évidemment beaucoup de travail. Je vais pas vous mentir, on n'a pas une vie, on n'a pas beaucoup de vie en fait. Enfin si, on a une vie mais extrêmement musicale quoi pour le moment. Alors, ça convient très bien pour le moment. Et ce trio Zélia, oui, comment se construit son répertoire? On parlait de ce premier disque qui était paru avec les premiers trios de Shostakovich, Arensky et Mendelssohn. Vous construisez comment? Ce sont les organisateurs qui vous demandent des œuvres? C'est vous qui décidez tous les trois d'apprendre telle ou telle œuvre? Je pense qu'il y a un mélange des deux, mais en tout cas, il y a des œuvres qui nous passionnent et quand on a commencé le trio, on avait plein d'idées parce qu'il y avait évidemment plein d'œuvres qu'on a voulu travailler ensemble. Et puis oui, parfois ça peut arriver que des organisateurs ou des concours imposent certaines œuvres, ce qui était le cas pour par exemple la sonate de Debussy, dont on a fait le concours en sonate avec Manon, le concours de Lyon.
Mais je pense que c'est avant tout une volonté de jouer des œuvres qui nous inspirent et qui nous plaisent. Ça vient de nous, ça vient de tout ce qu'on a envie de travailler, nos coups de cœur musicaux, les choses qu'on a envie de découvrir aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie de jouer que des choses très, très jouées, on a envie de découvrir d'autres choses. Bon, on attend avec impatience la suite, dont on ne dévoilera rien aujourd'hui. D'ailleurs, je ne connais pas la suite de la construction du répertoire du trio Zélia. On va revenir à votre disque Nuit parisienne pour le label Aparté, qui commence justement avec une œuvre Beau soir de Debussy arrangée par Jascha Heifetz. On le disait, c'est l'œuvre la plus ancienne du disque. Elle date de 1880 et se termine avec Milhaud. Alors, il y a une œuvre que je ne connaissais pas, c'est la transcription par Louis Fleury de la Pavane pour une infante défunte de Ravel. On connaît bien sûr la version pour piano, une des premières œuvres pour piano de Ravel. Comment vous l'avez trouvée, cette transcription de Louis Fleury ? En fait, c'est la dernière œuvre qu'on a intégrée au disque, parce que jusqu'au dernier moment, on avait quand même un principe, un fil conducteur sur le disque, c'est que à chaque fois, chaque sonate ou chaque pôle compositeur était introduit par une transcription du même compositeur pour introduire son langage, pour une petite présentation à notre manière à chaque fois. Et pour la transcription de Ravel, on a hésité très longtemps. Et en fait, je pense que c'est peut-être 2-3 semaines avant l'enregistrement du disque, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'existerait pas une transcription de la Pavane pour une infante défunte qui est si belle ? Et on a cherché, je ne sais plus où est-ce qu'on a trouvé ça. On a dû certainement trouver ça en cherchant sur YouTube ou sur Internet. Mais ça s'est fait assez au dernier moment, en fait, celle-ci. Et en fait, c'était une trouvaille vraiment magnifique. C'est une très belle transcription, parce que parfois on est un peu égaré quand on écoute des transcriptions d'œuvres qu'on aime tellement, qu'on connaît tellement pour un instrument. Et là, c'est vraiment très, très bien fait. C'est extrêmement bien fait. C'est un vrai travail d'arranger, de transcrire des œuvres. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de mettre en lumière ce travail-là dans un disque, parce que ça peut donner des choses. Des fois, on peut s'arracher les cheveux, mais parfois ça fonctionne extrêmement bien et ça donne une autre vision. Ça change le prisme sur le même œuvre. Donc là, je trouve que ça marche très bien. Le violon et le piano marchent très bien pour cette œuvre. Manon Gali, visiblement, vous êtes beaucoup arraché les cheveux pour cet enregistrement. C'est une expression qui revient pas mal. Mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas difficile que vous jouiez une sonate de Mozart, de Beethoven, du Haydn ou ces œuvres de Milhaud c'est à chaque fois des difficultés d'un ordre différent, non ? Rien n'est jamais simple dans vos métiers. Non, rien n'est simple. Rien n'est simple. Même la sonate de Mozart la plus simple. Ça devient... en fait, tout dépend du degré d'exigence, en fait, de notre degré d'exigence. Tout dépend de jusqu'où on veut chercher, jusqu'où on veut approfondir le langage, on veut approfondir le style, jusqu'où on veut s'exprimer à travers la musique, en fait. Donc, c'est même des fois plus difficile de jouer... je dirais que ça peut être plus difficile de jouer une sonate de Mozart, par exemple celle en mi mineur, qui paraît très simple et qui finalement est quand même tellement délicate et tellement fine que c'est vraiment difficile de trouver le langage. Ça peut être plus difficile de jouer ça que de jouer le bœuf sur le toit de Milhaud, en fait, d'une certaine manière. Parce que le bœuf sur le toit, il y a des difficultés techniques. Une fois que vous les avez vaincues, l'œuvre, elle va dans vos doigts. Tandis qu'une sonate de Mozart, vous en sortez jamais, j'imagine, un adagio. De Mozart, il y a déjà le duo, les dialogues entre les deux instruments qui sont toujours... on doit toujours chercher à se rapprocher le plus possible l'un de l'autre, à se répondre, il y a un dialogue qui est très serré, et puis il y a une recherche de style, de caractère, d'ambiance, de palette de couleurs qui est infinie. Alors on sent chez l'un et l'autre justement votre vif attachement à la musique de chambre et votre volonté de travailler à fond les œuvres que vous jouez. Vous faites partie tous les deux aux côtés de Maxime Quenesson, on le disait, du trio Zélia. Vous venez d'enregistrer ce disque consacré à la musique dite parisienne ou française du tournant du 19e et du 20e siècle. Et sans citer de nom, il n'y a pas des fois où vous vous retrouvez l'un et l'autre justement à faire de la musique de chambre et où vous êtes quand même déçus par
on va pas citer de nom, on n'est pas là pour ça, mais vous aimeriez justement aller plus au fond des choses, et puis le fait que vous soyez appelés l'un et l'autre dans des festivals ou dans des lieux où vous n'avez pas tout le temps de travailler, vous êtes heureux quand même? Oui, ça c'est la vie de musicien. On n'a pas toujours le temps de passer des mois sur une œuvre. Donc on doit se retrouver, avoir une ou deux répètes et concerts. Et c'est aussi très enrichissant parce que on a une deadline précise et on ne doit pas y déroger. Puis il faut être à un très bon niveau. Donc ça laisse aussi une place à la spontanéité, parfois, ce qui peut être aussi intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors justement, le trio Zélia, vous avez passé des heures à travailler une œuvre, ou là, pour ce disque Nuit parisienne, vous passez des heures à travailler des œuvres. Vous vous retrouvez au concert, et quelle est la part justement pas d'improvisation, mais la part de liberté que chacun peut avoir quand vous êtes en duo ou en trio, après avoir travaillé les tempi, les nuances, comme ça, de manière très profonde. Et vous arrivez encore à trouver un terrain de liberté en concert ? Je pense qu'on a tous les trois des visions différentes, évidemment, et personnelles. Mais dans l'idéal, je pense qu'il faudrait toujours... il faudrait travailler les œuvres très en détail et beaucoup dialoguer sur notre vision. Mais une fois en concert, il faut être... comme si on découvrait l'œuvre pour la première fois, et comme si on improvisait cette musique, comme si on venait de la créer. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que chaque fois qu'on joue en concert, je pense qu'on a cette possibilité de redécouvrir la musique et de la découvrir avec le public pour la première fois à nouveau. Voilà. Bah, c'est sur ce propos de l'émotion retrouvée par la liberté après le travail qu'on va se séparer, Jorge González Boirrazan et Manon Gali. Je rappelle la parution de ce disque absolument magnifique, Nuit parisienne, avec des œuvres souvent parcourues comme la sonate de Debussy, mais qu'on a tellement de bonheur à retrouver, puis des œuvres moins parcourues comme cette première sonate de Ravel, ou même cette sonate de Poulenc, qui est quand même beaucoup moins connue que les œuvres qu'il a composées pour piano et instruments avant, la sonate pour flûte ou la sonate pour clarinette. Manon Gali, est-ce que c'est une œuvre qui faisait beaucoup partie de votre répertoire avant de la jouer pour ce disque ? Alors, je ne dirais pas étonnamment, mais moi j'ai commencé à la travailler assez tôt, quand j'étais en master au conservatoire au CNSMDP à Paris. Et dès le début, j'avais envie de la travailler, cette sonate, assez jeune. Donc, c'est pas forcément très courant, mais moi, elle faisait partie de mon répertoire. Elle a fait partie de mon répertoire tôt. Et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de l'enregistrer, parce que moi, j'y voyais plein de choses que tout le monde n'y voit pas forcément à l'intérieur. Mais moi, elle m'a toujours fascinée. Moi, dès le début. En tout cas, au risque de vous faire rougir, mais on s'en fiche puisque c'est par téléphone et à la radio. Justement, votre interprétation à tous les deux de cette sonate de Poulenc, moi, me l'a fait vraiment redécouvrir. Je trouve que c'est une œuvre qui n'est pas suffisamment assez souvent mise en valeur, et votre enregistrement lui rend pleinement justice, du reste comme toutes les œuvres de ce disque Nuit parisienne. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Donner la parole, c'est un plaisir. Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Manon Gali et le pianiste Jorge González Boirrazan, je vous propose de les écouter interpréter la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel dans une transcription pour violon et piano de Louis Fleury. Elle sera suivie de la première sonate de Maurice Ravel pour violon et piano et du presto de Francis Poulenc dans un arrangement du grand Jascha Heifetz. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Merci.